Les amis, que le football peut être cruel, on va parler de ce quart de finale retour de l'Europa League. L'Olympique Lyonnais a été éliminé dans un scénario absolument rocambolesque sur la pelouse d'Old Trafford face à Manchester United. On va tirer les clés tactiques de cette partie, même si je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas la jouer Pep Guardiola, alors qu'il y a beaucoup d'irrationnels qui entourent tout de même cette partie. Mais on va parler quand même de la mise en place des deux entraîneurs, du match sur le plan rationnel, avant évidemment d'évoquer ce qui s'est passé sur la fin de la partie. Alors pour remettre tout ça dans le contexte, l'Olympique Lyonnais s'est déplacé du côté d'Old Trafford. Lors du match aller, il y avait eu 0-0 du côté du Groupama Stadium et le destin était entre les pieds des hommes de Paolo Fonseca. Lyon s'était imposé ce week-end en Ligue 1. Ils avaient retrouvé un peu de confiance face à une équipe de Manchester United qui est aux abois depuis le début de la saison, qui ne compte que sur cette Europa League pour essayer de sauver une saison bien dramatique, puisque les Mancuniens sont 14e de Première Ligue, leur pire classement de leur histoire en Première Ligue. On a déjà qualifié chez les supporters de Manchester United cette saison comme la pire saison de l'histoire du club. Donc on essaye un peu de sauver les pots cassés via cette Ligue Europa. Et Manchester United a encaissé 4 buts ce week-end face à Newcastle. Et on va parler donc de ce quart de finale retour absolument rocambolesque. D'abord, je voudrais parler des deux compositions concoctées par les entraîneurs. On est sur deux entraîneurs que j'apprécie pas mal. J'aime beaucoup Paulo Fonseca, j'aime beaucoup Ruben Amorim. J'ai bien aimé ce que les coachs ont pu faire dans le passé, que ce soit Fonseca du côté de Lille ou Ruben Amorim du côté du Sporting Portugal, mais leur début d'aventure a pu être laborieux sur le plan respectif, même si ça va beaucoup mieux quand même pour Paulo Fonseca. On va quand même parler de cette composition de départ du coach brésilien parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à souligner. J'aime beaucoup l'animation offensive de l'Olympique Lyonnais. Là, j'essaie d'analyser les choses sur le plan rationnel avant d'arriver quand même sur la fin du match où il y a beaucoup de choses à dire, mais d'abord, je vais être plutôt positif parce que je trouve que Paulo Fonseca fait des belles choses sur le plan tactique du côté de l'Olympique Lyonnais. D'abord, on a cet Olympique Lyonnais sur les phases offensives avec ce 4-3-3. Et ce qui est très intéressant, c'est que devant, on n'a pas vraiment de joueur qui a un poste précis. En l'absence d'Ernest Noama, tu n'as pas vraiment d'ailier percutant qui va prendre la largeur ou la profondeur. Donc, tu essayes de t'adapter. Et j'aime beaucoup l'adaptabilité, le pragmatisme dont arrive à faire preuve Paolo Fonseca, parce qu'a priori, on pourrait se dire que Cherki et Almada, ça se marche un peu dessus, que Mika Otadze n'est pas un neuf qui va forcément venir décrocher ou jouer le pivot. C'est quelqu'un qui va plus prendre la profondeur et essayer de fixer la défense adverse avec sa très bonne conduite de balle. Et donc, il essaye de bricoler un peu avec ces trois-là qui ont beaucoup de talent sur le plan intrinsèque, mais qui peuvent être compliqués à associer. Et je trouve que le fait de mettre Mika Otadze dans le demi-espace gauche, pas vraiment en tant que numéro 9 en pivot et pas vraiment en tant qu'ailier parce qu'il laisse le côté gauche à Tagliafico, je trouve que c'est très intéressant. Si vous regardez hier le match face à Manchester United, vous verrez que face à cette défense à 3 du club mancunien, eh bien Mika Otadze, c'est pas un vrai numéro 9. Il va pas vraiment aller chercher la bagarre, il va pas se mettre dans l'axe de la défense de Manchester United, il va plus se décaler un peu plus vers la largeur, essayer d'exploiter les failles que peut avoir Lenny Yoro notamment. Il va vraiment se mettre dans le demi-espace gauche pour combiner avec Tagliafico et pour aussi éviter d'être dans l'axe du terrain parce que ça ne correspond pas vraiment à ses qualités. Mika Otadze, c'est pas vraiment un pivot, c'est quelqu'un qui va prendre plus la profondeur et fixer justement intérieur. Et le fait d'être dans le demi-espace gauche, ça lui permet de laisser le couloir libre à Tagliafico qui met beaucoup d'énergie dans ses courses et qui a tout le couloir, et ça lui permet aussi d'être dans le demi-espace et pas en tant que pivot juste là à batailler avec une défense qui est à 3 et qui est plutôt bien organisée sur le match d'hier, même si cette équipe de Manchester United elle prend 4 buts, c'est une défense qui est quand même à 3, donc c'est toujours compliqué d'aller bouger une défense à 3 dans les duels, d'autant plus que c'est pas vraiment la qualité première de Mika Otadze que de jouer les duels aériens ou que de se montrer un peu plus fort en pivot ou en faux neuf. C'est quelqu'un qui va prendre la profondeur et qui va fixer. Donc le positionnement de Mika Otadze dans le demi-espace gauche, il est très intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est Cherki et Almada. D'un côté, on a un Almada qui est positionné comme un faux numéro 9 pour venir décrocher, créer du surnombre dans le milieu de terrain. Et ce qui est intéressant aussi, c'est Cherki et Almada, chacun a son rôle précis et personne ne se marche vraiment dessus dans l'animation offensive. Quand Almada vient décrocher très bas dans la partie de terrain de l'Olympique Lyonnais, Ryan Cherki attend beaucoup plus haut pour pouvoir créer de l'espace avec deux joueurs techniques de part et d'autre du terrain. Quand Almada décroche, Cherki est haut et vice versa, et ça c'est très intéressant parce que ça te permet d'avoir deux joueurs techniques dans l'élaboration du jeu de part et d'autre du terrain. Tu peux avoir un Almada très bas qui va venir organiser depuis son propre camp et un Cherki qui va attendre beaucoup plus haut pour organiser le jeu de l'Olympique Lyonnais un peu plus haut sur le terrain justement. Donc c'est très intéressant là aussi avec un Ryan Cherki qui va plus être sur le côté droit mais laisser aussi le couloir à Maitland-Niles. L'importance des latéraux aussi dans ce système-là parce que Maitland-Niles et Tagliafico ont tous les deux le côté parce qu'il n'y a pas vraiment d'ailier, donc ils vont prendre tous les deux la profondeur et ça leur donne beaucoup d'espace
face à leur jeu qui nécessite beaucoup d'intensité. Et puis ça va réaxer Cherki Almada avec des tâches bien réparties sur le terrain et Mika Otadze dans le demi-espace gauche. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est cette animation défensive. Parce que Niakate et Clinton Mata, pardon, on l'a vu sur le dernier but de Manchester United, Niakate, ça peut être un peu fragile dans les duels. Cette charnière centrale, elle est un peu bricolée. Niakate, c'est pas un joueur qui intrinsèquement a des qualités extraordinaires. Clinton Mata n'est pas à son vrai poste, donc on essaye un peu de bricoler. Et face à cette animation offensive de Manchester United, avec ce système en 3-4-3 où Dorgu et l'autre latéral, Diogo Dalot, prennent tous les deux le couloir, et bien Garnacho et Bruno Fernandes vont vraiment occuper l'axe. Bruno Fernandes est un joueur axial de base, et Garnacho, qui est un ailier, va laisser l'espace gauche à Dorgu, donc il va beaucoup se réaxer aussi. On l'a beaucoup vu jouer dans l'axe, l'ailier argentin, et face à ça, eh bien, Paulo Fonseca, il décide de faire redescendre un milieu de terrain en défense centrale sur les phases défensives pour pouvoir être dans une forme d'égalité numérique avec Akwoku ou Veretout qui viennent vraiment jouer le troisième défenseur central pour pouvoir être dans une forme d'égalité numérique où c'est 3 pour 3. C'est que Garnacho, Højlund et Fernandez sont tous les trois très axiaux pour laisser les côtés à leur piston. Et donc, ce que fait Paulo Fonseca, c'est qu'il arrive à combler les fragilités de sa défense, Niakate, Clinton Mata, qui n'est pas extraordinaire intrinsèquement, par le fait d'avoir un troisième défenseur central qui va venir couvrir et donc créer l'égalité numérique. Donc, défensivement, c'est très intéressant aussi. Et on arrive donc dans une forme de 5-2-1-2 où tu vas avoir Tolisso, par exemple, qui va se greffer à la défense centrale pour jouer l'égalité numérique, pour jouer un 3 pour 3, et avoir Veretout, Akuoku en double pivot, Almada en numéro 10 et Cherki Mikotadze un peu plus haut. Donc dans l'animation, je trouve que c'est très intéressant cette modulation du système et j'aime beaucoup l'adaptabilité, le pragmatisme dont a pu faire preuve Paulo Fonseca, même si évidemment sur la fin de la partie, ça ne s'est pas vraiment vu. Et côté Manchester United, je trouve que ce 3-4-3, il est intéressant. Alors, ça sonne un peu paradoxal quand on voit que cette équipe en a pris 4 face à Newcastle, en a pris 4 encore hier face à l'Olympique Lyonnais, que si on prend les choses de manière rationnelle, l'Olympique Lyonnais doit se qualifier et Manchester United n'a pas à voir les demi-finales. Mais globalement, je trouve que cette animation, elle est plutôt positive. La première mi-temps de Manchester United, elle est très bonne. Ils se sont complètement écroulés sur la deuxième période, mais la première mi-temps, elle est plutôt sérieuse là aussi. J'ai beaucoup aimé le changement à la mi-temps, de faire rentrer Luke Shaw, et ça va être intéressant parce que l'international anglais n'est plus capable de faire les courses, je pense, en tant que piston. Dorgu est beaucoup plus intéressant, même s'il reste un peu tendre, hein, le jeune Danois. Mais Luke Shaw, déjà en latéral gauche avec un ailier devant lui, c'est compliqué. C'est un joueur qui s'est beaucoup blessé, qui commence à prendre de l'âge. Et je pense qu'à l'avenir, le mettre dans cette défense centrale à 3 pour couvrir un peu ses lenteurs, comme a pu le faire David Alaba, toute proportion gardée dans le passé, ça peut être intéressant. Mazraoui qui est en grande difficulté, ça reste un joueur qui, lorsqu'il est en confiance, peut jouer dans cet axe droit, dans une défense à 3 là aussi, parce que Mazraoui a des qualités pour jouer aussi dans une défense à 3. Donc ça peut être intéressant à l'avenir. Maintenant, il y a des limites. Lenny Yoro, c'est sa première saison à Manchester United, donc il subit un peu la pression, d'autant plus qu'il a été blessé, qu'il a connu le changement d'entraîneur. Donc pour un jeune joueur de 19 ans, c'est difficile. Maguire, on connaît ses limites là aussi. Donc cette animation défensive, elle est intéressante. Il y a des bonnes idées de la part de Ruben Amorim, mais ça gagnerait à être plus travaillé en vue de la saison prochaine. Mazraoui est en manque de confiance. Il a encore commis une boulette face à Newcastle. Luke Shaw prend de l'âge, donc là aussi, il va falloir voir s'il peut continuer à afficher de bonnes performances comme il peut le faire avec la sélection anglaise. Et Maguire a des limites. Yoro est encore jeune, il revient de blessure. Donc voilà, il y a tout un chantier à faire, mais je trouve que c'est quand même plutôt intéressant. Le double pivot Ugarte-Casemiro. Hier, on a revu le Casemiro qui était très bon avec le Real Madrid dans les grands matchs de la Maison Blanche en Ligue des Champions, avec 2 passes décisives. Donc c'est très intéressant. Ugarte, on a vu un très bon Ugarte qui a su se projeter vers l'avant. Ça a d'ailleurs débouché sur le premier but de Manchester United. Beaucoup de combativité et de rigueur au milieu de terrain, même si techniquement, sur le jeu long, sur les projections vers l'avant avec le ballon, peut-être qu'il gagnerait à avoir un peu plus de qualité intrinsèque là-dessus. Mais c'est intéressant ce qu'on peut voir du côté de Manchester United, même si évidemment, c'en est qu'à ses balbutiements. Et peut-être que cette victoire face à l'Olympique Lyonnais et ce renversement de situation devant ton public va marquer l'acte fondateur de ce que pourrait faire Manchester United à l'avenir. Parce que quand je vois le potentiel offensif, Garnacho, Højlund, Fernandes, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de clubs de première ligue qui aient une meilleure attaque que ça d'un point de vue du potentiel. Maintenant, ça fait des années qu'on dit ça. Ça fait des années que cette équipe de Manchester United, elle a énormément de talent et de potentiel et que c'est mal exploité. Maintenant, j'ai l'impression quand même que tu as un bon coach, que tu as un coach qui a des idées, qui vient d'arriver en plein milieu d'une saison difficile, donc qui n'a pas pu insuffler les idées qu'il souhaitait. Mais je pense que l'été prochain, si Ruben Amorim a les clés du camion, s'il peut vraiment recruter les joueurs qu'il veut, et qu'il arrive à construire son projet autour de ce 3-4-3, ça peut vraiment donner quelque chose de positif en vue de la saison prochaine, d'autant plus qu'il n'y aura pas de Coupe d'Europe, à part si tu gagnes cette Europa League, évidemment. Maintenant, si on parle du match, je parle du match qu'à la 9e minute de la vidéo, évidemment, c'est problématique. Je me suis trop épanché sur le plan tactique, mais si on regarde le match, il n'y a pas grand-chose à analyser rationnellement. À partir du moment où Lyon revient dans le match et recommence à mener et qu'on a ce renversement de situation, il n'y a pas grand-chose à analyser. Si je devais dire quelque chose, ce serait que la première mi-temps de Lyon n'a pas été réussie. Peut-être qu'ils ont cédé à la pression de Old Trafford, qui est vraiment
un public très fervent face à une équipe de Manchester United qui a réalisé une première mi-temps sérieuse. Alors hier, évidemment, beaucoup ont été critiques envers le club mancunien en disant que ça relevait de l'irrationnel cette qualification, que c'était un peu tiré par les cheveux, que tu prends quand même 4 buts, que tu as beaucoup de failles, etc. Mais si on regarde la première mi-temps rationnellement, on peut se dire que cette équipe de Manchester United, elle réalise une première période plutôt sérieuse. Il y a de la qualité, les buts sont plutôt bien construits. Tu profites aussi du fait que ça manque d'agressivité du côté de l'Olympique Lyonnais, notamment sur le but d'Ugarte ou Garnacho peut faire un peu ce qu'il veut dans la surface de réparation. Sur le but de Dalot aussi, tu mets pas le pied au bon moment. Donc Lyon a pu manquer d'agressivité et d'expérience sur les deux premiers buts mancuniens, mais sur la deuxième mi-temps, tu renverses complètement la situation au caractère. Le but de Tolisso, c'est vraiment deux duels de la tête que tu arrives à gagner dans la surface de réparation face aux Golgoth que peuvent être Maguire ou encore Lenny Euro. Tu arrives à marquer deux buts grâce au caractère là aussi. Et puis quand tu mènes 4 buts à 2 à la 113e minute, on se dit qu'il ne peut plus rien arriver. Et quand on analyse et qu'on fait l'autopsie, parce que là on peut vraiment parler d'autopsie, quand on fait l'autopsie des buts de Manchester United, on voit que ces 3 buts qui sont donnés par l'Olympique Lyonnais. Le but libérateur de Maguire, c'est Niakate qui manque d'expérience et qui préfère jouer la faute au lieu d'aller au duel et qui est pris par un Maguire qui a beaucoup de défauts, mais qui n'a pas le défaut de ne pas avoir d'expérience. Il a beaucoup d'expérience, l'ancien de Leicester. Il a joué des demi-finales de Coupe du Monde, il a joué des finales d'Euro, donc c'est un défenseur qui a de l'expérience et qui est venu vraiment montrer à Niakate qu'il avait beaucoup plus d'expérience que lui. Là où Niakate va jouer la faute et perdre son duel, Maguire va mettre la tête et célébrer. Donc là aussi, c'est assez problématique pour l'Olympique Lyonnais d'avoir eu ce manque d'expérience et peut-être cette tendresse. Aussi, si on regarde le but de Meinou, c'est pareil. Meinou fait un peu ce qu'il veut dans la surface de réparation. On parle quand même d'un joueur qui à la base est un milieu de terrain, qui arrive à contrôler, à crocheter et à frapper comme un ailier, alors qu'à la base, Meinou, même s'il a beaucoup de talent, ça reste un milieu de terrain. Donc il n'a pas à te fixer comme ça, de cette manière-là, à provoquer dans la surface sans que personne ne daigne mettre le pied. Et le penalty de Almada sur Casemiro, là aussi, on voit la roublardise d'un joueur qui a gagné 4 Ligues des Champions face à un jeune joueur qui vient d'arriver en Europe. Donc là aussi, on voit que si on fait l'autopsie des 3 buts, bah, tu aurais pu largement les éviter si tu n'avais pas été immature sur certaines situations. Maintenant, évidemment, j'aimerais être positif quand même. Je pense que cette élimination, si tu rejoues le match 10 fois, tu le gagnes 9 fois, même si ça ne consolera pas mes amis lyonnais, mais quand même, je pense que si tu rejoues cette partie, tu as de grandes chances de la gagner. Et puis surtout, c'est très intéressant, cet Olympique Lyonnais. Il y a de la jeunesse, il y a des joueurs de qualité, il y a un coach qui a de l'avenir aussi, Paulo Fonseca, même s'il a été suspendu là pour les prochains mois en Ligue 1 à cause de son coup de sang intervenu il y a quelques semaines sur un arbitre. Ça reste un coach qui connaît bien la Ligue 1, il a fait de belles choses du côté de Lille. Ça reste un coach qui a des idées de jeu et qui fait toujours la part belle au profil créatif. On se rappelle ce qu'il avait fait de Zegrova, notamment du côté du LOSC lorsqu'il y était. Donc c'est un joueur qui aime, c'est un entraîneur qui aime beaucoup le beau jeu. On a Cherki Almada là aussi, j'ai souligné et loué l'adaptabilité dont il a pu faire preuve par rapport à ces deux profils-là. Mika Otadze, c'est aussi l'avenir. Il va falloir se concentrer sur ces trois-là pour construire à l'avenir. Donc je suis plutôt positif moi sur l'avenir de l'Olympique Lyonnais. Maintenant, tu gagnerais à avoir un central de plus grande qualité, bien sûr, en déboursant beaucoup d'argent dessus, et tu gagnerais peut-être à avoir un milieu de terrain de plus pour accompagner Corentin Tolisso. Là aussi, parce que Verretou, c'est somme toute assez vieillissant, et Akwoku, ça me paraît quand même assez limité. Mais tout ce qui est des latéraux, Tagliafico, Maitland Nice, il peut y avoir des limites quelquefois. Mais on parle d'un champion du monde, on parle d'un joueur qui a joué à Arsenal, qui a été l'un des grands espoirs des Gunners il y a quelques années. Donc tu peux construire autour de ça. Lucas Perry, c'est un gardien qui te permet de rester en vie à la 49e. Si Garnacho il met ce troisième but, on n'en parle plus. C'est boutique fermée. Alors que vraiment, Lucas Perry a pu se montrer décisif en maintenant l'Olympique Lyonnais en vie pendant une grande partie du match là aussi, et notamment à ce tournant de la 49e où Garnacho aurait pu sceller la partie. Donc je pense que les besoins de l'Olympique Lyonnais, si je devais les dresser pêle-mêle sans vraiment y avoir pensé au préalable, ce serait d'avoir un central de plus grande qualité que Mata Niakate, avoir un central de plus grande expérience peut-être, plus âgé. Ce serait aussi d'avoir un milieu de terrain pour accompagner Tolisso, parce que Tessman et Akoukou ont des limites et que Verretou est vieillissant. Et ce serait peut-être offensivement avoir un vrai numéro 9 de plus en pivot en complément de Mika Otadze, parce que je ne pense pas que la Casette va faire de Viozo du côté de la capitale des Gaules cet été. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner, à liker et à partager. J'ai été ravi de parler de ce match-là parce que c'est pour ça qu'on aime le football, même si c'est évidemment triste pour l'Olympique Lyonnais, mais c'est pour ce genre d'émotion qu'on adore le foot et on aimerait revivre ce genre d'émotion tous les week-ends et toutes les soirées de Coupe d'Europe. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.